Bonjour, merci d'être venu. Je sais qu'il y avait une présentation vachement plus intéressante par Emmanuel Bernard sur Ceylan, donc je vous remercie d'être resté. On est en compétition à vrai dire, donc lui va essayer de faire venir des gens chez moi et moi je vais essayer de les garder. Voilà. Bon, aujourd'hui on va parler du cloud et des plateformes as a service. Qu'est-ce que ça signifie pour les développeurs? La semaine dernière, j'étais aux États-Unis et j'ai un collègue qui est francophone et donc il passe toute la journée à parler anglais. Ça fait 15 ans qu'il est là-bas et donc il perd un petit peu son français. Surtout qu'à la base, il est suisse, donc son français était ce qu'il était. Mais là, il le perd de plus en plus. Et le soir, tard, il me dit « Mais au fait, Sacha, j'ai une question. Quand tu fais une présentation en France, tu dis un pass ou une passe ?» Et ben je sais toujours pas parce que c'est une plateforme, mais une passe ça passe vraiment pas. Donc je sais pas comment on va faire ça. Alors je me présente tout d'abord. Je m'appelle Sacha Labouret. Je suis né dans l'open source il y a une quinzaine d'années, ou une dizaine d'années. C'était chez JBoss. À l'époque, c'était surtout un projet, c'était une communauté un peu disparate. J'ai commencé à m'amuser dans le clustering et ensuite j'ai participé à l'aventure JBoss en créant l'entité européenne, en engageant les développeurs en Europe. Et puis après, je me suis un petit peu éloigné du business et je me suis focalisé sur la technique puisque j'ai géré l'entité l'engineering chez JBoss à partir de 2005. Ensuite, on a rejoint l'expérience Red Hat. J'y suis resté un peu plus de 3 ans, environ 3 ans, où j'ai géré la division middleware. Et à l'époque, j'étais pas du tout intéressé par le cloud, donc il a fallu qu'on vienne me réveiller pour me dire que c'était intéressant. Donc quand je rencontre des gens qui me disent le cloud, ouais, pourquoi pas, je sais pas, je sens tout à fait ce sentiment aussi. À l'époque, pour moi, que ce soit Amazon ou des serveurs sous mon bureau, finalement, ça restait des serveurs. Et puis il y a 2 ans, j'ai créé CloudBees avec un certain nombre de personnes. Et CloudBees, ça comporte cloud, donc vous pouvez voir que j'ai changé d'avis. Et ça concerne le développement et la production de code dans le cloud. On est aujourd'hui environ 30 personnes dans 6 pays. Aux États-Unis, on est dans 6 États. Aux États-Unis, on est dans au moins 3 villes. Donc on essaye toujours d'avoir à peu près 1000 km entre chaque bureau. C'est comme ça qu'on embauche. Donc on est très répartis. On n'est pas des remote employees, on est vraiment une société très distribuée, très virtuelle, tout à fait alignée avec la notion de cloud. Alors, aujourd'hui, je vais parler de reprendre le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire de reprendre le pouvoir? Alors, est-ce que c'est une façon agressive de vouloir dire qu'on est des pauvres choux, nous les développeurs? C'est pas quelque chose de ce type-là. Quand je parle de reprendre le pouvoir, ce que je veux dire, c'est le pouvoir de faire, le pouvoir de créer, le pouvoir d'influencer le cours des choses. Ça, c'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont l'impression que faire du code, c'est finalement la partie facile, qui s'inscrit dans un ensemble de choses qui deviennent un peu gluantes, un peu compliquées. Il y a de plus en plus de choses à faire. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que je parle de pouvoir. Ce que j'ai mis sur cette slide, c'est petit, j'espère que vous arrivez rien à lire, c'est fait exprès. C'était fait, en fait, si on zoome un petit peu, c'était pour représenter quelles seraient les étapes auxquelles vous devriez aller si vous démarriez une application de A à Z. C'est-à-dire, si vous décidiez de prendre un nouveau projet, vous devriez aller voir votre team IT et leur dire bon, j'ai besoin de serveurs, j'ai besoin de bases de données, il faudrait mettre le clustering d'une certaine manière, un load balancer, et ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre d'étapes qui vous permet d'aller entre rien et mon application fonctionne. Un certain nombre de ces étapes sont vous qui les faites, c'est bien, mais la plupart de ces étapes sont en fait des actions que vous allez devoir faire conjointement avec les gens de l'IT, avec les opérations. Donc vous allez devoir négocier avec eux sur ce que vous voulez faire. Alors, il y a plus compliqué, mais en termes d'IT, je pense que c'est la partie la plus difficile, c'est de collaborer avec IT et de faire quelque chose ensemble. Effectivement, on ne partage pas tous, je ne pense pas qu'on partage vraiment la même philosophie ou même parfois les mêmes gènes entre les développeurs d'un côté et les administrateurs système de l'autre. Vous êtes bien reconnus, vous êtes à gauche.
Alors, le développeur, quels sont ses intérêts, ses hobbies? Le développeur, lui, il veut développer le dernier truc cool, de préférence, le dernier framework, le truc qu'il a entendu à Devoxx. Ça, c'est chouette. Il n'a pas peur de le mettre dans sa dernière application en production, parce que finalement, c'est du code, ça va forcément marcher. Et puis, il rêve de rencontrer James Gosling. Donc ça, c'est le jeune punk. Pour moi, c'est le développeur qui a envie de tester de nouvelles choses. Le sysadmin, de son côté, lui, ce qu'il préfère avant tout, c'est pas de se faire réveiller à 2 heures du matin, ni même à 4 heures du matin d'ailleurs. Il est responsable de la forteresse qui est l'IT. Donc lui, sa mission, c'est de s'assurer que le business fonctionne en tout temps. La nuit, le jour, à Noël, à Pâques, ça doit tout le temps fonctionner. Donc lui, les trucs nouveaux, les trucs qui clignotent, tout ça, ça l'amuse pas tellement. Il est plutôt intéressé par des discussions sur les systèmes d'exploitation qu'autre chose. Donc c'est vraiment 2 notions très différentes. Un développeur qui à nouveau s'intéresse aux choses dynamiques, aux changements, aux évolutions. Et je suis pas en train de faire un jugement de valeur, comprenez bien, c'est une question de mission. Un développeur, on lui demande d'apprendre tous les 2 ans quelque chose de nouveau. Maintenant, faut savoir faire du web, faut savoir faire du client-side, du server-side, faut faire plein de choses. Alors qu'un sysadmin, on lui demande dans sa mission que ça ne tombe jamais. Donc ça force des comportements, bien évidemment. Donc ça crée souvent dans les sociétés une certaine tension avec les développeurs qui ont l'impression que l'IT n'est qu'un problème dans leurs jambes, et puis l'IT a l'impression que les développeurs font tout pour rendre le développement encore plus difficile, la production encore plus difficile. Et je pense que le problème qu'on a avec ça, c'est que on a tendance à se demander à quoi ça sert l'informatique au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on fait toutes ces choses, on est pris dans tous ces débats, on fait du Scala, on installe Windows, mais ça sert à quoi l'informatique? Généralement, en tout cas de mon côté, ça sert à faire du business. C'est la plupart du cas ce pourquoi on paye pour faire de l'informatique. C'est-à-dire qu'on a un besoin business, par exemple, gagner plus d'argent ou dépenser moins d'argent ou gagner des parts de marché, enfin c'est très basique. Et du coup, on fait une spec et on se dit, on pourrait faire quelque chose pour que ça ait lieu. Et après, on doit faire un projet pour réaliser ça. Donc, c'est vraiment très basique. On a tendance à oublier ça, je crois, des fois, quand on est pris dans l'action de nos développements. On se dit, je pense à mon projet, je pense à mes tests unitaires, je pense à plein de choses, mais en fait, on est vraiment là pour créer de la valeur pour le business. C'est vraiment ça qui compte. Et je pense que quand on regarde comment ça se passe en général, on en est loin. Donc, en général, on a une personne à qui ça lui prend 15 secondes pour se dire, bon, il faut augmenter le chiffre d'affaires. Hein. Ça veut dire plus d'argent, en résumé. Ça, c'est pas difficile à faire. La deuxième étape, c'est quelques personnes qui se rencontrent, qui discutent et qui se disent au bout de 2 semaines, bon, on va faire une application de commande en ligne, comme ça on pourra augmenter le business en ligne. Et ensuite, il y a énormément de gens très intelligents qui font du développement, qui font des IT operations, qui se posent plein de questions métaphysiques sur est-ce qu'on va faire du NoSQL, du Postgres, on va prendre du Java, je préférerais du PHP pour cette partie-là, on prend un CMS ou pas. Et puis moi, je pense que Ubuntu pour la prod, c'est pas bien, il faudrait quand même prendre RHEL, c'est supporté, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, très rapidement, on dérive, et quand on se trouve dans cette partie à droite, on a tendance un petit peu à oublier la racine du problème qui est créer de la valeur. Voilà, donc on en arrive à ce genre de schéma en général. Ça, c'est si vous tapez Java EE sur Google Images, vous retrouvez ce genre d'image dans la première liste. Et c'est parfois assez effrayant. Donc on nous demande simplement de créer une application, mais on se retrouve avec beaucoup de problèmes. Alors qu'est-ce qui va se passer demain? Ça, c'est aujourd'hui. On a des changements importants. On se rend compte qu'il y a plein d'évolutions et c'est ce qui rend le job de développeur intéressant. On a le mobile, les applications mobiles. Ça, c'est en train, je vais en parler plus longuement, mais c'est en train de créer énormément de besoins.
il y a plusieurs phénomènes liés à ça, mais tout le monde commence à avoir des mobiles intelligents. C'est fini les téléphones, celui qui avait les plus petits téléphones possibles, ça c'est terminé. Maintenant on a des smart mobiles. On veut créer de plus en plus d'applications, projeter l'information chez nos employés, nos clients, nos partenaires. Il y a beaucoup de types de devices, donc on voit une explosion des applications. Il y a aussi des applications sociales. On veut représenter, on veut pouvoir collaborer beaucoup plus, notamment. Big data, on crée beaucoup d'informations. Il n'y a jamais eu autant d'informations, de données qui ont été créées ces dernières années. J'ai plus les chiffres en tête, mais en quelques mois ou même moins, on arrive à créer plus d'informations qu'on ne l'avait jamais fait par les siècles passés. Donc il y a tout un ensemble de phénomènes qui ont lieu en ce moment et qui créent un besoin d'encore plus d'IT, certainement pas moins d'IT, mais plus d'IT. Donc j'ai pris quelques statistiques. On est vraiment dans l'ère après les PC. Donc si vous regardez ce graphe, on commence à gauche en 2005. Cette colonne ici, c'est 2011. La colonne de gauche, ça représente les desktops et les laptops, donc les ordinateurs que vous avez sous le bureau ou sur le bureau. Et la colonne de droite, ça va être les tablettes et les smartphones, les téléphones intelligents comme un iPhone ou un Android. Et vous voyez que cette année, on est passé au-delà. Et puis les estimations pour la suite ne font que grandir. Si on prend d'autres statistiques tout aussi intéressantes, c'est le ratio de smartphones par rapport aux dumb phones, aux téléphones stupides qui font juste téléphoner en fait. Plus c'est haut, plus il y a de smartphones. Et on se rend compte qu'en 2010, en Europe, on est passé au-delà des 50%. Au premier trimestre 2010, il y a plus de smartphones que de téléphones traditionnels. En 2011, c'est aux États-Unis que ça s'est passé. Donc on a eu un petit peu d'avance sur ce coup-là. Et la partie du bas, c'est l'Asie, sauf le Japon, puisque le Japon était déjà à plus de 50% de smartphones en 2008. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de consommation qui se fait depuis les devices mobiles. Là, une autre source qui montre ça également, c'est le nombre d'utilisateurs mobiles qui vont sur des sites connus depuis des smartphones. Alors en 2008, c'était négligeable, quasi rien. On se retrouve en 2011 avec une majorité des utilisateurs de Twitter et Pandora qui atteignent ces sites depuis des devices mobiles. Et puis, on pourrait se dire, bon, Twitter, le but, c'est justement de faire des choses quand on est déconnecté. Mais Facebook également, qui est plus un usage traditionnel des réseaux sociaux, est déjà à 1/3 d'utilisateurs qui le font depuis des devices mobiles. Alors, certains de ces comportements peuvent ne pas être les vôtres. C'est-à-dire que vous faites peut-être déjà partie des vieux. Ça va très vite. Moi, c'est mon cas. Je suis pas un super grand utilisateur de Facebook, par exemple. Encore moins Facebook avec un device mobile. Et ça explique encore plus que ces chiffres sont impressionnants. C'est-à-dire que les générations qui arrivent derrière nous, ceux qui seront les responsables IT de demain, sont déjà très formatés selon ces modes de communication. Et donc, si on regarde ce que ça signifie en termes de device, on passe des années 60, des mainframes, mini-computers, PC, desktop Internet et mobile Internet, à une explosion du nombre de devices. Je ne sais plus qui disait qu'on aurait suffisamment, 5 ordinateurs suffiraient à couvrir la planète. Je crois que c'était une prédiction dans les années 50 ou 60, je ne sais plus. Et puis on se rend compte que maintenant on va arriver à l'unité, ce sera les 10 milliards de devices qu'il faudra connecter et traiter. Donc ça signifie que l'usage change, le nombre de requêtes change aussi. Quand vous avez un PC au bureau et c'est tout, vous faites un certain nombre de requêtes. Quand vous commencez à faire des requêtes, quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes en voyage, quand vous êtes n'importe où, vous augmentez mécaniquement la charge et les besoins qui sont faits par ces devices. Alors comment est-ce qu'on peut faire avec cette explosion d'applications pour gérer ça en tant que société informatique? Parce que si on a 10 fois plus d'applications à développer, et ça peut être 3, ça peut être 30, je ne sais pas, mais grosso modo, il va falloir qu'on produise énormément de nouvelles applications dans les prochaines années parce qu'il y a des nouveaux besoins. Et je parie que parmi vous, dans vos sociétés, il y a un certain nombre de personnes dont c'est vraiment une question au quotidien de se dire comment est-ce qu'on va faire ce projet mobile?
C'est nouveau, c'est tombé il y a 3 mois, tout d'un coup, le patron ou le responsable des ventes veut qu'on ait une application mobile. Ça devient l'urgence dans un certain nombre de sociétés. Alors, une solution qui est assez simple, c'est d'engager 10 fois plus de développeurs. Ça, c'est facile. C'est facile si vous avez de l'argent pour le faire. C'est moins facile sinon. Et puis surtout, au niveau macro, au niveau de l'industrie en tant que telle, on ne va pas produire 10 fois plus d'ingénieurs développeurs. Ça va être difficile. Alors, l'autre option, c'est de réduire le salaire par 10. C'est lié à l'autre, hein, comme ça on peut engager 10 fois plus de gens, ça permet de résoudre une partie du problème, je doute que ça vous convienne, et peut-être qu'on pourrait être 10 fois plus productif. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 1 an à faire quelque chose, si on prenait 1 mois, ça se passerait mieux. Alors, quelle est la solution magique ? Alors, la solution magique, je pense qu'elle est pas unique, il y a plusieurs choses. Et je pense que je vais en présenter 2 qui me semblent les plus importantes. La première, c'est de valoriser l'échec. Et la deuxième, c'est d'augmenter la productivité, tout simplement. C'est pas que augmenter la productivité, mais c'est une des solutions. Alors, valoriser l'échec, ça paraît un petit peu étrange comme phrase. Hein. On entend souvent, on apprend de ses échecs. C'est généralement ce qu'on dit quand on vient de se planter, pour que ça fasse moins mal au cœur. Mais bon, on est toujours un peu conscient que c'est pour de faux. Mais environ 1/4 des projets informatiques échouent. Ça ne veut pas dire que les 3/4 réussissent d'ailleurs. Hein. Il y a une grosse partie. On ne sait pas trop comment les appeler, mais si on était un petit peu franc, je pense qu'on dirait qu'ils échouent aussi partiellement. Mais il y a énormément de projets qui ne se portent pas très bien. Et l'échec, on essaye tous de l'éviter. C'est pas bien l'échec. Alors, généralement, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est qu'on aura tendance à forcer le succès. Qu'est-ce que ça veut dire de forcer le succès ? On commence un projet, on met les moyens, et puis quelques mois après, on se rend compte que c'est un peu moyen ce qui se passe, que le client, il le veut, mais il le veut pas vraiment. Alors on augmente les budgets parce que peut-être qu'on va être en retard, et puis après on est un peu en retard, donc on étend les délais. Après on réduit les besoins de l'application, les attentes du développeur. Donc on est en train de gentiment adapter l'environnement pour dire, vous avez vu, c'est quand même pas qu'un échec, on a réussi à faire un truc assez sympa. Donc c'est vraiment, je crois, un comportement qu'on a tous observé. Je sais pas si vous l'avez observé, moi je l'ai observé souvent. C'est des projets où on essaye d'être accommodant, de changer le contexte pour qu'à la fin on puisse dire, c'est pas si pire, comme disent les Canadiens. Bref, on se force à réussir. Et je pense que la bonne théorie, c'est qu'il faut en fait augmenter le taux d'échec. Si nous devons développer 10 fois plus d'applications, il faut se poser la question, est-ce que 100% de ces idées seront de bonnes idées ? Je pense que la réponse est clairement non. Est-ce que 100% pour ces nouvelles applications, est-ce qu'on va pouvoir le savoir à l'avance que ce ne sera pas forcément de bonnes idées ? Alors, si on lit les livres, oui, on devrait parler suffisamment de clients, se renseigner, mais ce n'est pas toujours possible. Surtout quand on a une explosion d'applications à faire, les travails de requirements qui sont nécessaires, parfois on les bâcle, parfois c'est une idée, hein, on se dit il faut absolument qu'on aille dans ce créneau et on fonce. Donc on ne sait pas toujours à l'avance si ce qu'on va développer est la bonne chose. Alors si une idée est pas l'idéal, elle n'est pas vraiment bonne, mais elle n'est pas vraiment mauvaise, mais elle n'est pas vraiment bonne, pas intéressante, autant le savoir rapidement. C'est ce qu'on appelle le fail faster, c'est quelque chose qu'on fait à CloudBees par exemple, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut être en échec plus rapidement possible. Alors ça c'est un petit peu le développement traditionnel, je sursimplifie évidemment, c'est-à-dire qu'on a plein d'idées et on les applique à l'équipe de développement et d'IT. Donc en général, quand on appelle l'IT et l'équipe de développement, on leur dit voilà, il nous faudrait une nouvelle application qui fasse ça. La réponse est oui, on peut commencer dans 12 mois parce qu'on a un backlog d'applications à faire, donc on ne peut pas gérer votre application tout de suite. Puis on regarde ce qui sort. Bon, il y en a une qui a réussi, il y en a 2 qui se portent moyen, puis il y en a une quatrième qui était vraiment un échec. C'est typique de ce qu'on trouve dans les entreprises. Une autre idée, une autre façon de le faire, c'est plutôt de se dire on va prendre toutes ces idées et on va assigner des teams extrêmement concis, très petits, ça peut être une personne, très petite, à cette problématique-là. Et on va essayer. Et on ne va pas faire une vraie application, on va faire un tout petit truc. Franchement, ça ne fait pas le quart de ce qu'on avait en tête au début, mais on essaye. Et puis, on regarde, avec peu de ressources, avec peu de temps, et on se demande si ça marche ou pas. Et si ça ne marche pas, on jette.
c'est les applications recyclables. Et si ça marche, tant mieux. On augmente les fonctionnalités et on valide que c'est toujours ce qu'on veut faire. Parce que si on veut faire 10 fois plus d'applications et qu'on a 8 applications poubelles dans ce qu'on doit faire, autant les éliminer tout de suite. Donc, échouer vite avec peu de ressources, c'est bien. C'est jouer longtemps après avoir fait de gros investissements qui est mal. Mais si vous le faites tout de suite, c'est très bien. Alors, le problème qu'il y a dans cette façon de faire, parce qu'on pourrait dire que c'est pas très novateur de se dire qu'on va faire un échec sur quelque chose de petit plutôt que quelque chose de grand, c'est qu'en général, la friction qui est nécessaire pour faire ces petits développements reste relativement constante. Que vous fassiez un gros projet ou un petit projet, il y a souvent beaucoup de problèmes en développement et en production qui restent les mêmes. Il faut provisionner des serveurs, des environnements de développement, il faut mettre tout ça en branle. Donc l'idéal, ce serait de supprimer la friction dont on a parlé avant, qu'on a avec l'IT. Donc, au lieu de ça, on aimerait arriver à ça, en gros. Hein. C'est-à-dire, je ne veux plus parler à personne, je veux déployer mes applications. Alors, comme c'est la bonne période, développeurs, prenez le pouvoir. Alors, je dois respecter les quotas. Hein. Donc, Monsieur Poutou me dit à l'IT de payer leur complexité. Nos vies valent plus que leurs serveurs. Voilà. Le changement, c'est maintenant. J'ai rien eu besoin de changer. Ça, c'était très bien. Monsieur Cheminade, un monde sur Mars sans IT ni serveur. Et Monsieur Sarkozy, pour respecter l'équité, pas un cloud à l'horizon. Il y en a marre de l'IT. À vrai dire, c'était forte la France, plus forte la France ou... Forte la France. Et j'ai cherché pendant un quart d'heure, j'ai rien trouvé. Il n'y a rien qui rimait, malheureusement. Voilà, donc c'est l'heure du changement, comme vous le savez. Alors, comment faire ? Alors, la réponse, c'est un pass. Évidemment, vous me voyez venir depuis un petit moment, j'imagine, quand je parle de productivité, d'efficacité, c'est-à-dire une plateforme as a service. Alors, avant qu'on ait un pass, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, je parle de CloudBees, ça s'adresse à tous les passes du marché. Les indications qu'on donnait à l'IT, typiquement, c'était bonjour, est-ce que vous pourriez me provisionner un serveur? Est-ce que je pourrais avoir un serveur avec tel logiciel dessus? Il me faudrait une JVM, il me faudrait un serveur d'application JBoss ou Glassfish, il me faudrait une base de données MySQL, mais cette version, puis il me faudrait tel driver. Donc on donne, on discute, on négocie avec l'IT, on obtient ce qu'on veut. Ensuite, on leur dit, il faudrait peut-être pas oublier de patcher mon serveur, parce que si je me fais hacker, ça se passera pas très bien. J'ai besoin de faire du développement initialement, alors il me faudrait une machine avec Jenkins, il me faudrait un repository Subversion, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est le genre de choses qu'on fait. Ça prend du temps, et puis à un moment donné, on finit avec l'infrastructure nécessaire pour faire son job. Avec un pass, la finalité ne change pas. On veut toujours finir avec les ressources dont on a besoin. On a besoin de faire son job. Par contre, on ne va pas parler à l'IT, on va parler à un portail pass. Et le type de conversation, entre guillemets, qu'on va avoir avec un pass ne vont pas être autour de « est-ce que tu pourrais me donner un serveur est-ce que tu pourrais mettre ça sur mon serveur ?» Parce que ça, c'est des problèmes d'IT qui ne vous concernent pas. Ils vous concernent malgré vous. C'est-à-dire que pendant des années, parce que vous devriez faire avec, parce qu'on a besoin de serveurs, vous étiez en train de négocier avec l'IT sur des notions qui vous sont complètement étrangères. Parce qu'en réalité, en tant que développeur, ce qui vous devrait vous intéresser, c'est pas si c'est Windows, Linux, un serveur avec un dual core ou pas. Ce qui devrait vous intéresser, c'est j'ai besoin d'une application, j'ai besoin de faire d'intégration continue, j'ai besoin que mes tests passent, j'ai besoin de versionner mon code, j'ai besoin d'une base de données, j'ai besoin de snapshotter ma base de données. C'est ces éléments-là qui vous intéressent. Donc, votre niveau de langage devrait être celui-là. Et vous avez été forcé à descendre un niveau au-dessous, soit parce que vous le faites vous-même, soit parce que vous devez interagir avec IT et traduire vos besoins business et vos besoins applicatifs en un langage IT. Mais ça ne fait pas de sens. Et je sais que c'est un petit peu le passage qui est difficile quand on pense au pass, parce qu'on pense vraiment que le job d'un développeur, c'est aussi de se soucier de ses développeurs, aussi de se soucier de ces éléments-là. Mais il faut vraiment y réfléchir, c'est pas votre job. Si on pouvait avoir une machine, un gros serveur gigantesque, qui permette de faire fonctionner toutes les applications du monde, mais vous porteriez très bien. Donc, c'est vraiment parce qu'on est forcé de tourner plein de petits serveurs et de les configurer et de les patcher parce qu'on ne sait pas faire du logiciel sans qu'il y ait des bugs et des trous de sécurité qu'on en vient à se poser ce genre de questions.
Alors, comme je l'ai dit, je travaille pour CloudBees, donc je vais vous présenter comment ça se passe chez nous, mais ce sera une toute petite partie pour expliciter mon propos. C'est généralement semblable sur certaines parties, chez les autres passes du marché. Donc, la façon dont ça se passe chez nous, c'est que vous avez une partie dev à gauche et une partie run à droite. La partie dev, c'est ce qui vous permet de travailler pendant vos étapes de développement. Donc, vous allez avoir des repositories, par exemple Git, Subversion, Maven. Vous allez pouvoir stocker votre code ou vos artefacts. Ensuite, vous avez Jenkins. Et Jenkins a été transformé en un service. Ça veut dire que vous ne devez pas l'installer, vérifier qu'il est à jour, mettre des machines slave pour vous assurer que vous avez assez de capacité. Vous faites rien, vous faites simplement des jobs, et dès que vous initiez un job, on va dynamiquement prendre du cloud une machine, faire un build, et dès que le build est terminé, on range le slave, et plus rien ne se passe. Donc en fait, vous aurez autant de machines que vous voulez pour faire vos builds quand vous en avez besoin, et quand vous ne les utilisez plus, on n'en entend plus parler. Donc c'est vraiment l'usage du cloud en tant que tel, où les ressources sont élastiques, vous pouvez les obtenir quand vous le voulez. Et ensuite, donc à chaque fois que votre code va être modifié sur ces repositories, qui peuvent être à GitHub, ils peuvent être à Google Code, ils peuvent être n'importe où, ces builds, ces tests vont avoir lieu dans le cloud. Et ensuite, vous pouvez les pousser en production, soit manuellement, parce qu'une version vous convient, soit automatiquement, ce qu'on appelle le continuous deployment. Vous pouvez pousser des applications de nouvelles versions en production, et puis vos sessions seront préservées. Donc si vous avez votre shopping cart avec les DVD de votre compétiteur d'Amazon, quand on pousse la nouvelle application, le client rafraîchit son browser, vous verrez la nouvelle page de votre application. Par contre, toutes les sessions auraient été préservées. Donc c'est vraiment un environnement complètement intégré. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, avant, on a parlé de mobilité, d'applications mobiles. Et l'avantage que ça a, c'est qu'on est en train de partir du logiciel. On ne fait plus de logiciel, de moins en moins de logiciels, on fait des services. C'est la fameuse phrase, le fameux tagline de Salesforce qui était « No software ». Alors évidemment, ils font toujours du software en interne, mais en réalité, ils fournissent un service, et c'est un grand changement. Et pour vous, c'est un grand changement aussi. Parce que quand vous faites du logiciel, vous devez avoir des cycles de vie relativement longs, peut-être c'est 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois, vous packagez votre soft, vous l'envoyez chez un client, le client, lui, sait que c'est un problème de déployer ce logiciel, donc il ne veut pas en avoir un tous les 3 mois qui débarque sur son bureau. Et puis si ça ne répond pas tout à fait aux besoins, vous avez un problème parce que vous devez faire des patchs et autres. Donc c'est difficile de faire du logiciel. Par contre, quand vous faites du service, c'est beaucoup plus facile parce que vous mettez une version de votre code en production et s'il y a un problème, vous pouvez le corriger, vous le corrigez à un endroit, c'est sur votre infrastructure, et tout le monde en profite. Il n'y a pas 28 branches avec des patchs qui passent dans tous les sens. Peut-être il y aura plusieurs branches, parce que vous voulez une production, puis peut-être une pré-production, mais l'un dans l'autre, ça simplifie largement le déploiement. Et c'est très important parce que ce qu'on voit chez certains de nos clients qui font du SaaS, c'est qu'ils vont faire des applications qui sont mesurées en temps réel. Donc ils vont vérifier en temps réel comment les utilisateurs se comportent sur ces plateformes. Et ça, c'est unique. Vous ne pouviez pas vraiment le faire sur du logiciel traditionnel. En temps réel, vous savez quel client fait quoi, combien de temps ça dure, quelles fonctionnalités ils utilisent, pourquoi. Et ce que ça signifie, c'est qu'ils vont avoir la possibilité de pousser une nouvelle fonctionnalité, une micro-fonctionnalité en production, regardez en monitoring comment ça se passe, et si ça ne se passe pas très bien, par exemple, le processus de check-out de votre caddie prend plus de temps, eh bien vous rollbackez la fonctionnalité, vous revenez à la fonction antérieure, et vous dites, bon, ben, on s'est planté, fail fast, hein, c'est-à-dire, j'avais une idée, c'était de faire le check-out de cette manière, c'est pas une bonne idée, ça marche pas, on change, on pousse en production, et c'est réglé, on n'en entend plus parler. Donc, le cloud permet de nouveaux type de fonctionnement. En tant que développeur, vous allez changer la façon dont vous vous comportez. Et bien donc, il faut que les outils qui vous servent à faire ces SaaS puissent offrir ces fonctionnalités. Alors, l'IT, on entend parler d'Ops, de DevOps, de NoOps, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de faire ou pas. Moi, je pense que la réalité, c'est No IT. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'erreur. La promesse d'un pass, c'est pas d'IT. Alors, pas d'IT, ça ne veut pas dire que l'IT n'est plus nécessaire, comprenons-nous bien. C'est que vous, dans votre travail,
vous n'allez plus voir l'IT. Pour une grande partie des tâches que vous allez faire, il n'y aura plus d'IT sur la ligne, il n'y aura plus de friction. Est-ce que votre société a encore besoin d'IT? Alors j'en suis certain. Je suis certain qu'il y a plein de choses à faire. En général, alors, le backlog, il est comme ça. Donc j'ai pas de crainte pour eux. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais avec l'usage d'un pass qui est disponible comme un service, pas un pass que vous allez installer en interne, parce que là, votre IT, elle va le sentir passer. Mais quand c'est un service que vous allez utiliser, eh bien, les moments de rencontre avec votre IT vont être extrêmement réduits. On entend justement parler de DevOps. Eh bien, moi, je pense que DevOps, c'est pas pour vous. J'adore les gens qui font du DevOps et je pense qu'ils devraient venir travailler pour nous, ils devraient venir travailler pour Google App Engine, pour Heroku, pour les fournisseurs de pass. Mais je ne pense pas que les DevOps doivent nécessairement exister dans les sociétés. Pourquoi? Parce que, à nouveau, si vous commencez à vous soucier de cette couche intermédiaire, vous faites quelque chose qui n'est pas efficace. Il vous faut outsourcer ces parties-là finalement. Vous ne développez pas vous-même votre système d'exploitation. Vous ne développez pas vous-même votre middleware. Je ne vois pas pourquoi vous le géreriez également. C'est avec des fournisseurs qui vont avoir la masse critique de supporter des quantités énormes de déploiements identiques que vous allez pouvoir avoir des économies d'échelle. C'est un petit peu comme, c'est pas vous qui créez votre électricité dans votre jardin, enfin peut-être que vous le faites, mais ce sera probablement pas suffisant. Vous faites appel à une société qui va le faire pour vous et qui va standardiser tout ça. C'est la même chose avec un pass. Et je pense que le middleware non plus n'existe pas sous la forme qu'on le connaît. Parce qu'en réalité, alors bien évidemment, vous allez toujours utiliser du middleware, comme Salesforce fait toujours du logiciel, mais ce n'est pas du middleware que vous consommez, c'est des services. Vous vous focalisez sur votre code, votre business, et ensuite vous allez faire appel à certains services. J'aimerais du mail, j'aimerais une base de données, j'aimerais ci. Mais ça change largement de la façon dont vous travaillez habituellement avec du middleware, quand vous allez installer votre serveur d'application WebLogic, Glassfish, JBoss ou autre, Tomcat, et puis que vous allez commencer à le configurer, le patcher. Ça, c'est plus quelque chose que vous allez devoir faire non plus. Ça remonte le niveau d'abstraction. Alors, est-ce que cela fonctionne? Parce que ce que je vous raconte, ça a l'air d'être une jolie histoire. Maintenant, il faudrait qu'on vérifie si ça fonctionne ou pas. Alors, par exemple, un de nos clients américains s'appelle Lose It. Donc, Lose It, perdez-le. Donc, perdez-le, c'est ça, hein, c'est perdre du poids. Donc, c'est une petite application mobile qui permet de traquer ce qu'on consomme, le sport qu'on fait et autres, pour savoir comment ça se passe. Et ça permet également de comparer avec les autres ce qu'ils font. Donc c'est 12 millions d'utilisateurs, donc c'est pas rien. C'est plus de 25 000 transactions par minute dans les moments de pic. C'est du monitoring, donc ils monitorent ce qui se passe. Pas simplement monitorer est-ce que ça fonctionne ou ce que ça ne fonctionne pas, mais le comportement des utilisateurs, c'est très important. Il y a plusieurs releases par semaine, donc ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois de temps en temps, c'est vraiment très agressif. Parfois c'est plusieurs releases par jour, donc c'est des releases très agressives. Pourtant, la réalité, c'est que c'est une société qui a 4 employés. C'est 2 développeurs et 2 personnes dans le marketing. Et si on réfléchit à ça, on se dit, c'était pas possible il y a 5 ans, ça. Il y a juste 5 ans. N'importe qui, n'importe quelle société n'arrivait pas à ces niveaux d'efficacité et de productivité, à acquérir des clients, à faire du marketing avec juste 2 développeurs. C'est possible aujourd'hui grâce au cloud, grâce aux plateformes qui permettent de le faire. Donc, ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors parfois ce que j'entends dire c'est oui mais moi je suis pas très cloud, hein. Le cloud je le sens pas. D'ailleurs moi je le sentais pas beaucoup d'ailleurs hein, il y a quelques années. Et une des remarques qu'on entend c'est que le cloud c'est pas sûr. Ça c'est souvent un problème. Alors je vais pas vous raconter des bobards, je pense qu'il y a plein de progrès qui peuvent être faits dans le cloud ou ailleurs en termes de sécurité. On est toujours en train de patcher Windows, mais je vous promets, la prochaine version sera la bonne. Donc il y a plein de choses à faire en termes de sécurité. Par contre, ce qui est aussi vrai, c'est que je crois qu'on se trompe de cible. On compare souvent la sécurité du cloud par rapport à la sécurité que vous avez dans des livres. Vous savez, le livre de 900 pages sur la sécurité, la Bible de la sécurité. Puis on regarde tout et puis on se dit, vous voyez, le cloud... Page 48, il y a un risque quand même là, hein. C'est pas super. Mais moi ce que j'aimerais faire c'est qu'on prenne le bouquin de 900 pages puis qu'on le compare par rapport à la société lambda en France
ou en Suisse, ou en Pologne, peu importe. L'utilisateur moyen, il a quelle note par rapport à ce livre de 900 pages? Et ça devient plus intéressant de comparer la réalité par rapport au cloud. Et de nouveau, je ne suis pas en train de dire que le cloud ne doit pas faire des efforts, il ne va pas y avoir de la maturation, mais je pense que souvent, on se trompe de cible, on compare ce qui n'existe pas par rapport au cloud. Et le risque principal de sécurité en général dans l'informatique, c'est du hacking social. C'est quelqu'un qui téléphone à la secrétaire, puis qui dit « Bonjour, je suis le responsable informatique, quel est votre mot de passe ?» C'est Poupou38. D'accord, Poupou38. C'est ça le hacking. Le hacking, c'est des gens qui sont pas très bien payés, qui travaillent dans votre data center, puis un jour on leur dit, écoute, je te double ton salaire ce mois-ci si tu me donnes la tape du backup là. Tu le fais ou pas? Ça va peut-être pas marcher 10 fois, mais je pense qu'une fois ça marchera. Ça, c'est le hacking qui se passe. On voit souvent les films où le type, il est dans une cage métallique avec plein d'ordinateurs, ça clignote, puis il arrive à rentrer dans la NSA avec son laptop. La réalité, c'est que, je suis sûr que ça se passe, mais souvent c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus ciblé, c'est beaucoup plus local, c'est beaucoup plus basique. Par contre, c'est vrai que quand vous voyez les data centers d'Amazon qui sont plus grands que des terrains de football, c'est pas un serveur où c'est marqué compagnie X en haut avec un autocollant, vous voyez, vous pouvez aller piquer les disques durs. C'est simplement des fermes entières de serveurs, et puis vos données, elles sont là, peut-être qu'elles seront là plus tard. C'est ça la sécurité du cloud. C'est des gens qui sont certifiés, souvent ils doivent faire des audits pour vérifier si c'est des gens qui ont des grosses dettes au casino de Las Vegas ou pas. Enfin, c'est ce genre de vérification qui se font. Donc, à nouveau, je ne vais pas vous dire que tout est rose dans le cloud, il y a beaucoup de travail à faire, mais en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus sûr que la plupart des environnements internes. Ensuite, c'est pas stable. C'est vrai qu'on voit, on rigole bien, il y a Azure qui s'est planté il y a quelques temps, il y a Amazon qui s'est planté. Bon, il n'y a pas que eux qui se sont plantés, hein. Il y a Research in Motion, la RIM. Ça, c'est pas du public cloud, mais pendant quelques semaines, ça fonctionnait moins bien, leur BlackBerry. Donc, c'est pas stable. Je crois que c'est surtout parce que quand le cloud il se plante, la seule différence, c'est qu'en général, on en entend parler sur CNN. Alors que vous, quand votre email en interne il se plante, il se plante quoi. Et puis on verra la prochaine fois. Donc, il y a beaucoup plus de compréhension par rapport au fonctionnement interne que par rapport à ce que peut faire un cloud. Et je pense que l'uptime d'un Amazon, d'un Azure, en général, est largement plus impressionnant que l'uptime d'une entreprise moyenne, et pas si moyenne que ça. Nous, on héberge nos emails chez Google. Il y a eu, semble-t-il, lundi ou mardi un problème. Bon, moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai jamais eu une qualité de service comme ça pour accéder à mes mails et mes documents et mes calendriers et ainsi de suite, alors que j'ai travaillé dans des sociétés, comme vous avez pu le voir, qui étaient très costauds en IT, qui savent ce que c'est du soft. Je peux vous dire que ça fonctionnait moins bien. Donc à nouveau, comparons ce qui est comparable. Alors, ce qui est vrai par rapport au cloud, c'est qu'il y a un problème de taille critique. La crainte, c'est oui, mais quand on sera tous chez Amazon et qu'Amazon se plante, on fait quoi? C'est une bonne question. C'est la même question que si on disait le jour où toutes les centrales nucléaires de France s'arrêtent, on fait quoi? C'est la même chose. À partir du moment où, en France, 100%, on va dire, ou 90% de l'économie dépend d'électricité, on se doit de réguler ce secteur, parce que si ça se plante, il n'y a plus rien qui fonctionne. Eh bien, gentiment, je pense que le cloud va arriver là. On va arriver à des taux de déploiement dans le cloud qui seront tellement élevés qu'il va falloir réguler. Et ce ne sera pas vous qui ferez un contrat avec Amazon ou avec Google pour obtenir des conditions. Je pense que c'est les gouvernements qui vont devoir faire des accords, qui vont devoir décrire la responsabilité des fournisseurs. Il va falloir faire des certifications pour s'assurer que, comme aujourd'hui, EDF, ils ne peuvent pas simplement dire « Bon, c'est Pâques, on arrête tout, on rentre chez nous, comme ça on prend un petit week-end tranquille ». Ils ont une responsabilité par rapport à la société. Les fournisseurs de cloud vont devoir également répondre au même genre de contraintes gouvernementales. Je pense qu'on va tout à fait dans cette direction dans moins de 10 ans. C'est clairement mon sentiment. Bref, le cloud n'est pas sûr, n'est pas stable, mais la vraie question, elle n'est pas là. Je pense que la vraie question, c'est qu'est-ce que vous ferez quand il y aura un lose it qui viendra dans votre secteur comme compétiteur. Pensez à Weight Watcher.
l'autre société qui est beaucoup plus établie, beaucoup plus large, qui fait un peu ce genre de job. Quand vous avez un compétiteur comme Lose It, avec 4 punks qui viennent faire du développement, ça fait une légère petite pression quand même. Alors, c'est là où je pense que mécaniquement, qu'on le veuille ou non, il y aura du mouvement vers le cloud. Tant qu'on n'y est pas forcé, c'est pas grave. On peut toujours travailler dans l'opulence et tout va bien. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque vous aurez effectivement des compétiteurs qui viendront dans ce monde-là et que vous aurez absolument rien, vous, dans ce secteur, vous aurez plein de legacy en interne. Et je pense que c'est ça auquel il faut réfléchir. C'est comment est-ce que le Lose It du secteur, ça peut être vous. Comment c'est vous qui peut être une étape en avance. Et je ne suggère pas que vous mettiez tous vos déploiements chez CloudBees, Heroku, Google et compagnie. Je pense qu'il faut simplement commencer. Il faut réfléchir à cette stratégie-là et comment vous pouvez faire pour être gagnant dans cette stratégie. Et il y a cette phrase, je cite rarement des généraux, hein, c'est pas tout à fait mon style, mais j'aime bien cette phrase d'un général américain qui dit If you don't like change, you're going to like irrelevance even less. Si vous n'aimez pas le changement, vous allez aimer l'irrelevance encore moins. C'est-à-dire le fait d'être... je ne pense pas qu'irrelevance soit très français, mais je pense que vous avez compris. En conclusion, et c'est une fausse conclusion, parce que j'ai encore des slides après, les nouvelles données et les nouvelles applications vont exploser. C'est un fait. Il y a toujours plus de demandes pour toujours plus d'applications. Par conséquent, il sera essentiel pour vous de changer la façon dont vous faites du logiciel. De 1, parce que ce sera des applications différentes, ce ne sera plus du soft, ce sera des services. Donc il faut prendre parti de ça et commencer à changer la façon dont vous mesurez votre succès. C'est quoi une application qui a du succès ou qui s'est plantée? C'est le retour sur investissement? Est-ce que vos clients sont contents, l'utilisent? C'est quoi? Définissez-le et vous pouvez le monitorer avec un service. Et il faut augmenter la productivité. Et je pense que ça passe forcément par le cloud. Et puis, surtout, le futur est maintenant. Ça paraît un peu futuriste, désolé, mais ça, c'est des outils qui existent aujourd'hui, c'est des choses qui se font aujourd'hui. Lose It, c'est pas un cas d'étude qui a été fait pour amuser la galerie. Il y a eu des communications récemment en France sur, on a fait un projet avec AXA Bank, par exemple. C'est des banques, c'est pas des entreprises qui vendent des rideaux, c'est des choses sérieuses, c'est des systèmes qui accèdent au back-end, aux données sensibles de l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça très sérieusement. Alors, juste pour vous donner un exemple factuel, puisque vous êtes des développeurs et que j'ai mis beaucoup de photos d'hommes politiques, mais pas encore de code, voilà par exemple les lignes qu'il vous faut sur CloudBees pour faire votre travail. Alors, ce qu'on va faire, là, pour donner l'idée, on va commencer par forker un projet. On pourrait prendre un projet, vous pourriez commencer un projet depuis zéro, mais on va simplement le forker, comme ça on a une base existante. Et ensuite, on va le mettre dans Dev Cloud, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans notre propre repository Git. On va créer un job Jenkins, c'est-à-dire pour faire des builds et des tests. Et ensuite, on va créer une application en production qui sera scalable, qui sera failover, donc qui sera déployée comme votre IT ne vous l'a jamais fait aux petits oignons. Et puis tout ça sera intégré, donc il n'y a pas de mot de passe qu'il faut que je mette dans l'un, dans l'autre, avec ma clé, avec mon machin. Tout est intégré de bout en bout. C'est ça qu'on aimerait faire. Et que donc, quand ensuite vous modifiez votre fichier, votre source code, vous faites ensuite un git commit, push, ça va dans le repository. Le repository envoie une notification à Jenkins. Jenkins fait le build, le test, et si c'est un succès, il va prendre le binaire et le déployer en production de manière transparente. Donc ça, c'est le genre de choses qui, je pense, si vous deviez le commencer depuis zéro en entreprise, vous en auriez, je pense, pour 2 semaines pour mettre en place votre mode JK ou votre Nginx, votre Jenkins, votre je ne sais pas trop quoi. Alors, la première ligne, git clone, vous clonez votre repository. Bees app create, alors ça c'est la ligne spécifique à CloudBees, donc Bees ça fait partie de notre SDK, là où il y a nos commandes, donc app create c'est la commande, on veut créer une application, ---- with cd with continuous deployment, donc on lui demande de tout créer l'environnement, -t c'est le type de container, dans ce cas-ci c'est JBoss, ça aurait pu être Tomcat, et ensuite on lui donne un nom. La deuxième ligne c'est simplement du Git, et puis la troisième et quatrième ligne sont du Git. Et ensuite j'ai mon commit
Donc je fais une modification sur un fichier, je fais un commit, il me faudra encore un push pour pousser ça sur le serveur, et c'est tout. Voilà, vous avez fait votre premier projet, vous pouvez y aller. Vous n'avez pas parlé à l'IT. Vous avez votre Jenkins qui est là, votre Git qui est là, vos builds, vos tests qui seront faits. Vous avez votre application que vous pouvez regarder en ligne. Et puis le jour où elle est prête à aller en production, vous pouvez créer un autre bucket, un autre nom d'application, et vous pouvez avoir plusieurs versions de tests et puis une version de production. Vous allez lui mettre plus de machines, vous allez lui mettre plus de mémoire, vous choisissez, et puis ça scalera dans cet ensemble, soit manuellement parce que vous savez ce dont vous avez besoin, soit automatiquement selon la charge effective qui est appliquée contre votre application. Donc là, il y a tout qui est fait. Voilà, c'est ma dernière slide. Donc si vous voulez essayer vous-même, après cette présentation sur le stand Oxiane, il y aura une démo complète, plus longue que le simple dev and deploy que j'ai fait là, qui sera faite, ça durera je crois une demi-heure, juste sur le stand donc là d'Oxiane. Et sinon, vous allez le faire vous-même, vous allez créer un compte sur CloudBees, c'est gratuit. Vous forquez l'application que je viens de faire, par exemple, elle existe. Il faut simplement mettre CloudBees au lieu de CB, ça faisait trop long sur mes slides, mais sinon le contenu existe. Et puis vous pouvez essayer vous-même. Voilà. Alors, je vais prendre les questions si vous en avez. Oui. Alors la question c'est est-ce qu'on fournit un CD avec une version privée de CloudBees qui vous permet de travailler à la maison tranquille. Oui et non. Non, on ne le fait pas. Par contre, on fournit dans le SDK une version de nos containers qui fait que si au lieu de faire un app create, vous faites un app run, vous aurez l'application qui tournera en local dans le container. Puis quand vous êtes content, vous faites un app deploy et elle va aller sur le serveur. Donc il y a une mini version si on veut qui est fournie dans le SDK, mais c'est pas une réplique complète du pass dans une virtual machine. Donc c'est semblable à ce que ferait par exemple un Google App Engine. Oui, il y a un concurrent qui fait ça. Il y a notamment Cloud Foundry, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Exact. Voilà. Comment se positionnent les constructeurs de pass par rapport à l'utilisation de la plateforme comme un outil pour une attaque genre data service ou compagnie de Ouais. Alors comment se préparent les fournisseurs de pass aux attaques de type DOS ou les spam ou autres. Alors c'est à vrai dire, on se comporte un petit peu comme vous vous comporteriez si vous aviez le temps de le faire. C'est-à-dire qu'on a en place des mécanismes de sécurité, on a des règles de firewall, on a des règles plus sophistiquées de détection de problèmes qui sont en place. Et l'avantage, je dirais, c'est qu'elles peuvent s'appliquer à tout le monde. C'est-à-dire quand on fait un changement, une amélioration, elle est disponible automatiquement à tous les utilisateurs. En ce qui concerne le spam, ça va dépendre des fournisseurs. Vous avez des fournisseurs comme Google qui ont une offre mail intégrée. Donc c'est eux qui vont prendre la responsabilité de gérer ça eux-mêmes. Bon, le mail, je pense qu'ils savent faire à peu près. Et puis il y a d'autres vendeurs comme CloudBees ou Heroku par exemple, pour lesquels c'est des partenaires qui vont fournir le service. Donc ce que j'ai pas décrit ici, c'est la notion d'écosystème. Quand vous achetez un serveur d'application ou un système d'exploitation, vous avez plein de sociétés autour, on appelle l'écosystème les ISV, qui fournissent des bases de données et autres. C'est le cas également dans le cloud, on ne les appelle pas des ISV, on les appelle des SaaS, on les appelle des add-ons, on les appelle le CloudBees écosystème. Mais c'est exactement la même notion. Donc les fournisseurs de pass vont pas être capables de fournir tous les services, donc ils font des partenariats, et puis les fournisseurs de pass vont avoir une intégration plus ou moins fine, ça dépendra des passes, avec ces vendeurs. Donc vous pouvez aller par exemple sur CloudBees, vous activez le service mail, et puis ensuite dans votre application, il y a tout qui est préconfiguré en termes de credentials, d'accès et autres pour l'utiliser. Puis après, c'est des sociétés spécialisées dont c'est le job de faire que du mail, du spam, de la détection de spam et autres. Donc si c'est des mails entrants et autres, mais c'est des sociétés spécialisées en général. Oui. Comment vous allez pouvoir rattraper le retard de 10 ans pratiquement de leaders comme OVH pour des offres de serveurs
Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on va récupérer le retard de vendeurs comme OVH qui ont depuis un certain nombre d'années des offres d'infrastructures. Alors, on va certainement pas essayer de rattraper ce retard parce qu'on ne fait pas le même sport. Donc, eux, c'est de l'infrastructure qu'ils font, nous, c'est de la plateforme. C'est deux métiers très différents. Donc aujourd'hui, par exemple, on a des clients qui ont déployé CloudBees sur OVH. Donc ils ont des déploiements traditionnels chez OVH, et puis ensuite, ils voulaient profiter de ce type de productivité à côté d'OVH, d'à côté de leur machine existante. Donc chez CloudBees, on a un système qui s'appelle AnyCloud, qui permet d'avoir des déploiements dans plusieurs clouds et de les gérer de manière unifiée sur la même console. Donc vous allez voir Amazon Est, Irlande, et puis OVH par exemple. Et vous poussez ça sur ces machines-là. Donc que vous soyez chez Amazon ou que vous soyez chez OVH, à la fin de la journée, vous avez besoin de serveurs. Et donc ce sera une guerre des prix entre Amazon et OVH, ou une guerre de services, mais ce ne sera pas une guerre qui nous impactera directement. Oui. Du coup, cette interface dont vous parlez, ce Cloud Manager, c'est un peu comme du RightScale ou du Scaler. Alors, la question c'est est-ce que finalement ceci c'est pas comme du RightScale? Alors, RightScale c'est un produit qu'on pourrait comprendre comme celui-là. RightScale a plutôt une attitude système, c'est-à-dire j'ai besoin de certains types de systèmes et va créer les blocs Lego qui vont permettre d'avoir des machines d'un certain type dans le cloud. Alors, c'est vrai qu'il y a une corrélation qui peut être faite en termes de provisioning. Vous provisionnez des machines d'un certain type. Par contre, quand vous travaillez avec RightScale, après, une fois que imaginons que vous créez vos 4 machines, vos 4 serveurs d'application Tomcat avec RightScale, ok, vous avez des serveurs d'application, mais après, vous faites quoi? Il vous faut encore, faut gérer tout ça. Vous devez gérer des load balancers qui vont être configurés. Peut-être que vous allez avoir sur 4 machines, pas une application, mais 12 applications. Et puis la charge va changer. Il faudra que le load balancer change sa configuration en temps réel. Il faut que vous puissiez. Donc tout ça, c'est des use cases. Vous voyez, c'est quelque chose qui, vous en tant que développeur, vous parle. Avoir simplement des machines avec Glassfish dessus, c'est pas très intéressant. Parce qu'après, vous devez continuer à faire la maintenance, vous devez continuer à gérer les règles qui vous permettent de déployer sur ces machines et autres. Ça, c'est des choses qui sont complètement abstraites avec un PaaS. Donc c'est vraiment, un RightScale s'occupe plutôt des opérations et des systèmes, les systèmes tels qu'on les comprend sur les machines qu'on a en interne. On va mettre un Windows avec une base de données Microsoft SQL Server plus un SharePoint, et puis on prend cet amalgame-là, et puis RightScale va ensuite gérer et abstraire les couches en dessous. Nous, ce n'est pas une couche qui nous intéresse. D'autres questions? Oui. Oui, alors est-ce qu'on a des niveaux de service, des SLA ou autres? Alors effectivement, c'est des choses qu'on a. C'est assez traditionnel, donc il y a des temps de réponse, bon, c'est traditionnel, je dirais, par rapport à ce qui se fait sur le marché. C'est probablement un domaine où plus de travail devra être nécessaire, puisqu'on se rend bien compte qu'il y a une couche PaaS, il y a une couche infrastructure, il y a une interaction entre les deux. La notion de response time est intéressante, mais est-ce qu'elle concerne votre application qui s'est plantée? Est-ce que vous estimez avoir besoin d'aide quand ça se plante pour essayer de diagnostiquer le problème? Est-ce que vous voulez qu'on vous dise il y a quelque chose qui dysfonctionne, même si vous vous êtes pas rendu compte, que nous, on ne pourrait pas corriger parce que ce serait un bug? Est-ce que c'est uniquement pour notre PaaS? Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir être créées en termes de notions de service au-delà des SLA, des pourcentages d'uptime et ce genre de choses qui se font de manière traditionnelle. Puisque comme on prend une partie du service, je pense qu'il y a des choses où il faudra être un petit peu créatif dans les prochaines années. Oui? Alors, politique au niveau des stockages des données, alors c'est une grande question, donc je ne sais pas si je vais répondre à côté, c'est très probable. En gros, la question qui est souvent posée, c'est où est-ce que physiquement mes données vont se trouver? Donc nous, notre réponse à ça, c'est à nouveau AnyCloud, la capacité de déployer dans différents endroits, parce que certains clients vont nous dire « je veux qu'elles soient en Europe ». Et non pas aux États-Unis pour des raisons légales ou des fois des raisons de latence simplement en réseau. Donc ça, c'est ce qu'on permet, c'est de proposer différents lieux physiques de déploiement.
Les sources, pour l'instant, on ne fait pas ça, donc c'est pas quelque chose qui nous a été demandé, étonnamment. Donc il y a une sensibilité par rapport aux données de l'entreprise, mais on n'a pas trouvé cette même sensibilité pour le code source. Soit les sociétés se sentent à l'aise de mettre leur code source dans le cloud, soit ne se sentent pas à l'aise. Mais dès qu'elles se sentent à l'aise, en général, le côté safe harbor ou autre ne rentre pas en ligne de compte. Parce qu'ils n'ont pas vraiment à protéger les données d'autrui, c'est vraiment leur bien. Une banque qui vous a fait confiance, elle n'a pas forcément mis ses sources sur toute la plateforme. Alors, un compte avec des fortes contraintes de sécurité. Exact. Alors, d'ailleurs, on n'est pas obligé d'utiliser toute la plateforme. Il y en a qui utilisent que Dev, puis qui font du déploiement traditionnel, ou sur d'autres passes. Il y en a qui font que du run. Donc c'est à la carte. Il y en a qui adorent GitHub, donc qui travaillent sur GitHub. Et puis c'est vrai. Alors, faut pas chercher la logique dans les source codes, les codes sources. On voit des sociétés qui refusent absolument de mettre leur code source dans le cloud. Mais franchement, quand on regarde ce qu'elles font, il n'y a personne qui leur piquerait, et puis ça représente aucune valeur ajoutée. C'est vraiment c'est comme si on refusait de mettre ces procédures stockées Oracle dans le cloud, quoi. Voilà. Et puis à l'opposé, on trouve des vendeurs connus qui ont pignon sur rue, qui sont partis des plus grosses sociétés logicielles au monde, qui aujourd'hui ont du code sur des Cloud. Voilà. Et alors elle, c'est de la valeur ajoutée. Donc on voit des comportements très différents. On est vraiment dans cette période de transition où il y a des opinions fortes, il y a des sentiments parfois quasi religieux là-dessus. Et puis ça prendra du temps, mais c'est pas grave, c'est normal. Oui. Alors on parle de cryptographie. Il n'y a pas beaucoup de solutions idéales complètes qui existent. Ce qu'on a donc, il y a de la cryptographie qui se fait quand les données sont at rest, comme on dit, donc quand elles sont pas en mémoire. Il y a plein de solutions qui existent, mais il y a toujours le risque de se dire oui, mais est-ce que mes données seront encryptées en mémoire? Ben non, en général pas. Donc il y a toujours des cas limites qui sont pas vraiment supportés, mais généralement les données at rest sont encryptées chez la plupart des fournisseurs. Ça, c'est des données que vous pouvez obtenir de votre fournisseur de passe en général. Bon, on me fait des grands signes, donc je crois qu'on va en rester là. Juste un petit truc, il y a quelques livres, Pass for the Dummies, donc c'est en anglais, c'est Pass pour les nuls en gros. Donc si vous êtes plus intéressé, j'ai quelques copies que vous pouvez prendre ici. Merci.